Le plus grand département français, la Guyane, fait face à une quadrature du cercle urbanistique extrêmement délicate. Sa démographie est galopante, son niveau de vie bien inférieur à celui de la France métropolitaine. Son territoire, quant à lui, est d'une richesse écologique inouïe, mais doit composer avec plusieurs menaces. D'abord, celle d'un étalement des villes qui grignotent les espaces à base d'habitat low cost, informel, illégal. Ensuite, celui des risques liés au changement climatique, et notamment la montée des eaux. Je suis Hugo Christie et aujourd'hui je vous propose un tour d'horizon des enjeux urbains guyanais en compagnie de Denis Giroux. Denis Giroux est ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, résolument ultramarin puisqu'il a dirigé l'École nationale du génie rural à Kourou ou encore le Parc national de Guadeloupe. Il est aujourd'hui à la tête de l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane, le PFA, véritable bras armé de l'État en quelque sorte pour répondre aux défis territoriaux de la Guyane en conjuguant des compétences en aménagement urbain, en aménagement rural et en aménagement foncier. C'est le retour des formats longs de demain matin. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Denis Giroux, merci d'avoir accepté l'invitation de demain matin pour parler de la Guyane qui est le plus grand département français de loin et qui fait face à une situation démographique assez intense avec un doublement de sa population qui est prévu d'ici à 2030 et qui dit croissance démographique dit forcément besoin en logement. C'est la première question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment l'État en est venu à intervenir en Guyane au travers de l'EPFA que vous dirigez et à accroître son intervention, notamment au travers de l'opération d'intérêt national? Bonjour. Donc là, l'État a mis en place, en concertation avec les collectivités, bien évidemment, en 96, un établissement public d'aménagement de la Guyane qui avait la particularité de cumuler les fonctions d'établissement public d'aménagement, mais également d'établissement public foncier, et il lui a été aussi dévolu les fonctions de SAFER, donc sur le domaine agricole. Et donc c'était un montage sur mesure pour la Guyane qui a fonctionné pendant 20 ans et qui en 2016 a été refondé, donc sous le nom de EPFA Guyane, donc le foncier apparaît dans le logo, et mais pas qu'en Guyane, puisque c'est le même statut qui est utilisé pour Grand Paris Aménagement, mais également le PFA de Mayotte, donc autre département d'outre-mer très particulier. Voilà, donc cet établissement public fonctionne avec une gouvernance paritaire, donc avec moitié d'élus et moitié de représentants de l'État au conseil d'administration, et travaille donc sur comme je l'ai dit, à la fois sur les métiers du foncier et les métiers de l'aménagement. Pendant 20 ans, donc le PFA, le PFA donc ont réalisé différentes opérations foncières et d'aménagement. Et depuis 2012, en fait, il y a eu une série de travaux qui ont été menés par rapport à un constat qui était le fait que les outils fonctionnent bien, hein, le fait que ce soit quelque chose de mutualisé qui préfigurait avant l'heure, ce que sont devenus les DGTM, les DGTM, hein, puisqu'à l'époque, on était encore sur l'ancien système de D2, D2RI, tout ce que vous voulez, pour l'État. Donc, ce système n'arrivait pas à suivre. En fait, les opérations d'aménagement qui étaient faites fonctionnaient bien. Hein, c'était le premier écoquartier de la Guyane, Montjoly, par exemple. Mais le fait est que depuis 20 ans, la croissance en fait du logement illégal était supérieure, et toujours d'ailleurs supérieure à la croissance du logement légal, avec un peu plus de 5% pour l'illégal et un peu moins de 5% pour le légal. Ce qui, cumulé sur 20 ans, arrive à un différentiel d'à peu près 30 000 logements. Alors, on me dirait 30 000 logements, c'est pas énorme en valeur absolue, c'est vrai, mais pour 270 000 habitants en Guyane et un parc qui fait à peu près 80 000 logements au total en Guyane, ça fait quand même à peu près 40% des logements guyanais, et là, en proportion, c'est beaucoup. Donc, sur quoi avons-nous réfléchi à l'époque, hein, quand je dis nous, c'est les personnes qui étaient là, bien sûr, c'était le fait comment faire pour changer de braquet. Et pour changer de braquet, donc, il a été mis en place une opération d'intérêt national. Donc, ces problèmes de logement de Guyane ont été reconnus d'intérêt national. Et l'opération d'intérêt national qui a été montée sur mesure, hein, un petit peu comme le PFA, c'est-à-dire que
Il y a 24 périmètres différents qui ont été identifiés, 24 secteurs. Et ces 24 secteurs sont répartis sur tout le littoral. Sur tout le littoral, c'est-à-dire en fait sur les principaux bassins de vie de la Guyane. La Guyane est recouverte à 95% de forêt. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est essentiellement une forêt tropicale. Pour autant, il y a quand même des gens qui vivent et qui vivent en ville, donc sur des îlots finalement à l'échelle du territoire, donc autour de Cayenne, autour de Kourou et du centre spatial, et autour de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà. Pour situer également les distances entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, il y a 250 km, c'est-à-dire à peu près Toulouse-Montpellier en France métropolitaine. Donc cette OIN couvre 24 périmètres sur 9 communes, distantes d'à peu près 250 km entre les périmètres les plus extrêmes, et doit permettre de produire du foncier aménagé pour à peu près 21 000, 22 000 logements sur une quinzaine d'années. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Ça a été mis en place, créé en fait en fin 2016, et depuis, donc nous travaillons à sa mise en œuvre. L'objectif signé à l'EPFA étant de produire du foncier aménagé pour à peu près 2000 logements par an tous les ans. Donc dans un premier temps, il y a une montée en puissance, puisqu'aujourd'hui on ne les fait pas, et de loin. Et ensuite, il faudra maintenir ce rythme dans la durée, ce qui sera les deux étant un challenge tout à fait conséquent. Alors vous l'avez dit, Denis, il y a un effort de rattrapage à faire sur le logement et le foncier. J'imagine qu'il est rare et précieux en Guyane. Il est compliqué d'accès. Sur quel genre de foncier vous travaillez? Alors, le foncier est paradoxal en fait. Il est pas rare, puisque vous voyez, 95% de terrains non aménagés, naturels, un taux d'artificialisation quasi nul à l'échelle de la Guyane. Le foncier n'est pas rare. Le foncier non utilisé est omniprésent. Contre, le foncier aménagé est rare. En fait, on a deux contraintes principales sur l'aménagement urbain. C'est premièrement l'existence de réseaux pour l'essentiel qui sont absents, que ce soit des réseaux électriques, des réseaux routiers, des réseaux même de pistes. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement ténu chez nous. Donc on est essentiellement sur le terrain non viabilisé. Et puis par ailleurs, des contraintes naturelles réelles sur le littoral, qui sont essentiellement des contraintes liées à l'inondation. On est pas sur des territoires comme dans les Alpes avec des crues rapides, mais on est sur des territoires très plats, donc avec beaucoup de zones marécageuses et beaucoup de l'omniprésence de l'eau sur le littoral. Donc quand vous combinez ça aux effets du changement climatique, à la remontée de l'eau, aux pluies tropicales, puisqu'il peut quand même plusieurs mètres par an, on a 4 mètres par an à peu près de pluie ici, évidemment, ça fait des contraintes liées à l'eau qui sont les contraintes principales et qui doivent être anticipées par rapport au changement climatique qui va arriver. Et les autres contraintes que l'on a, qui sont liées au sol, sont le fait que beaucoup de sols sur le littoral sont de mauvaise qualité techniquement, et que dès que l'on veut densifier un peu fortement, donc on est en général contraint de monter avec des fondations spéciales qui amènent en fait à un coût final d'aménagement et de construction qui n'est pas du tout négligeable et comparable à ce qu'on peut trouver en France métropolitaine, voire même au-dessus. D'autant que vous avez des objectifs ambitieux côté logement social et répondre à la capacité, en fait, tout simplement des ménages de se loger dans la production de logements que vous assurez. Tout à fait. En fait, le niveau de vie moyen, le PIB local de la Guyane est à peu près la moitié de la France métropolitaine. Et donc, si on compare au seuil de pauvreté, là, la majorité de la population est sous ce seuil de pauvreté. Donc, il y a d'ailleurs sur les besoins de logement identifiés par rapport aux besoins de la population, je dirais le besoin de logement des 10 prochaines années est à 70% des logements sociaux. Alors, il n'y a pas que, mais c'est 70%, donc c'est un pourcentage très important. Et donc, nous devons produire du foncier aménagé. Nous devons rattraper du retard qui existe. Nous devons anticiper les besoins futurs. Mais quand on rattrape du retard, c'est
pas que sur le logement. Il y a aussi un gros retard, par exemple, sur les équipements publics, sur les parcs, sur les zones de loisirs, sur les services publics d'une manière générale, les espaces publics. Et ça, c'est grâce aux aménagements d'ensemble qu'on arrive à les faire en général de façon autant que possible plus importante que pour les seuls besoins des quartiers neufs que l'on crée. Effectivement, je pense que les aménageurs qui nous écoutent comprennent bien l'empilement des surcoûts que vous nous citez entre les sols, le risque de l'eau, les réseaux qui sont inexistants, les équipements de manière générale qui sont à compenser, le logement social. Il y a une caractéristique aussi dans le contexte de la Guyane, c'est que vous êtes en compétition en quelque sorte avec l'habitat informel dont vous nous parliez, qui du coup déroge au coût du travail, etc. et est d'autant moins cher à réaliser. En fait, oui, pour un aménageur public ou privé d'ailleurs, ou un constructeur légal en tout cas, la Guyane étant un territoire qui produit très peu de matériaux de construction, mis à part du bois et des briques en latérite, la quasi-totalité des matériaux sont importés. Donc sont importés d'Europe essentiellement, ce qui fait que il y a des coûts d'approche assez importants. Sur un marché qui lui-même reste assez étroit, on est sur un département où il y a à peu près 300 000 habitants. Donc voilà, c'est pas non plus. Donc les fournitures, si vous voulez, sont beaucoup plus chères, que ce soit l'enrobé, les gravats, tout ce qui est remblai, béton, tôle, menuiserie, etc. À partir du moment où elles sont importées depuis l'autre côté de l'Atlantique, et sur des quantités qui ne sont pas des quantités industrielles, même si elles sont en augmentation, ça fait un surcoût pour l'aménagement. Après, on a sur le territoire une concurrence avec l'habitat illégal. Évidemment, si l'habitat légal a cru ces dernières années, c'est parce que en partie l'offre légale ne permettait pas de se loger. Dans l'habitat illégal, vous avez des personnes, on va dire, en situation irrégulière, un peu comme dans tous les pays du Sud, mais il y a aussi des personnes qui ont un travail et qui n'ont juste pas d'offre légale, si je puis dire, en tout cas pas d'offre légale abordable. Alors ça, c'est un sujet important, et évidemment, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire que les constructions illégales se font avec des matériaux importés en douce, avec du travail dissimulé, et donc au final on a des coûts de construction, une maison qui varie entre 400 et 800 euros le mètre carré. Alors certes, c'est pas une maison très luxueuse, mais c'est pas non plus un bidonville. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous, notamment pour les ménages les plus modestes, de pouvoir leur permettre d'accéder à du foncier aménagé légal à un coût qui reste maîtrisé, de manière à ce que le coût final de l'habitation reste, on va dire, comparable, je dirais pas identique, mais enfin ne soit pas trop différent d'un logement construit légalement, mais dans une dynamique, on va dire, vertueuse de construction et d'aménagement légal. Alors pour qu'on réalise bien, Denis Giroux, quand vous nous parlez d'habitat illégal, d'habitat informel, qui est un phénomène extrêmement prévalent à travers toute la Guyane, on parle de quel genre d'urbanisme? Est-ce qu'on est sur quelque chose de diffus? Est-ce qu'on est dans le rural? Est-ce qu'on est sur du bidonville, comme on peut le voir de l'autre côté de la frontière au Brésil? Alors il y a un peu de tout en fait. C'est-à-dire que en périphérie ou dans les quartiers urbains, vous avez des bidonvilles extrêmement denses, un quartier informel extrêmement dense, un petit peu comme on en voit à Haïti ou dans des zones très densément peuplées. Mais la Guyane étant quand même aussi un département très grand, puisque tous les départements de la Guyane est grand comme la Nouvelle-Aquitaine, pour situer un peu les ordres de grandeur métropolitaine. En fait, l'habitat illégal, dès lors qu'on n'est pas en zone vraiment urbaine, c'est un habitat qui est très dispersé finalement, puisque en moyenne, on a même pas 4 logements par hectare. Donc, si vous voulez, on a cet effet, pour le coup, de gaspillage de foncier extrêmement important par l'habitat illégal. Alors, pour tout un tas de raisons. D'abord, il y a de la place, les gens ne se mettent pas les uns sur les autres s'ils ont le choix de faire autrement. Il y a aussi le fait que cette forme d'habiter peu dense permet aussi d'avoir des jardins vivriers qui sont une composante importante
pour l'économie familiale. Donc évidemment, il faut de la place pour cela. Et donc, dans les enjeux que l'on a en termes d'aménagement, il y a bien évidemment, comme partout dans le monde, la sobriété foncière. Et chez nous, la sobriété foncière passe aussi par l'aménagement, on va dire, légal, fait par les pouvoirs publics, qui finalement, même si on n'est pas sur des densités très très importantes, on va être à 25-30 logements par hectare, reste quand même à peu près 10 fois plus dense que la majorité de l'habitat illégal. Mais ce que vous nous dites là, Denis, sur ce phénomène de gaspillage foncier dans l'habitat illégal, je crois que ça souligne une des autres grandes contraintes avec lesquelles vous jouez, qui est par exemple la question de la biodiversité, de manière générale des espaces naturels. C'est-à-dire que pour qu'on réalise bien, en fait, il faut que quelqu'un aménage, en l'occurrence le PA, et avec de la densité, parce que sinon, c'est cet urbanisme diffus et illégal qui gaspille du foncier, qui va manger tout l'espace. C'est ça, et qui en plus, en parlant de nature, puisque la Guyane, bon, c'est l'Amazonie française, donc on est dans un pic de biodiversité, quels que soient les domaines animal, végétal, voilà, on est vraiment dans un spot mondial de biodiversité extrêmement dense, puisque la forêt amazonienne, la Guyane, ça fait 84 000 km², mais l'Amazonie derrière, il y a 4 millions de km², donc on est quand même sur les principaux blocs forestiers mondiaux. Voilà, donc, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'aménagement urbain, nous, on a dans nos aménagements, il y a des parties naturelles conservées importantes, que ce soit au titre de corridors écologiques, au titre d'espaces naturels conservés en tant que tels et qui peuvent servir ensuite à de la détente périurbaine, notamment des promenades. Et effectivement, quand c'est un aménagement, entre guillemets, quand c'est de l'habitat illégal, vous imaginez bien que là, tous ces paramètres-là sont absolument pas pris en compte et qu'on est sur de la destruction totale de tout ce qui peut exister de naturel dans les espaces qui sont exploités, utilisés illégalement, avec au final des dégâts environnementaux beaucoup plus importants, puisqu'il y a évidemment il n'y a ni loi sur l'eau, ni prise en compte d'espèces protégées sensibles ou de leurs habitats, ni évidemment de corridors écologiques. Il n'y a absolument pas d'assainissement et au total, on a des impacts très forts sur la nature, l'environnement, que l'on n'a pas en fait quand on peut faire des aménagements a priori. Voilà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec la dynamique démographique qu'il y a, en fait, si l'aménageur public ne fait pas, il ne se passe pas rien. En fait, c'est ça. L'état initial ne reste pas un état naturel. L'état initial devient un habitat illégal dégradé. Et donc cette course que l'on a par rapport au logement, c'est aussi une course par rapport à la qualité environnementale, que ce soit par rapport aux impacts sur la nature, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de pollution, et en particulier de pollution par les eaux usées. Oui, effectivement, de toutes les manières, il va y avoir des dizaines de milliers de personnes qui vont devoir se loger sur le territoire de la Guyane. Du coup, je comprends bien que le PFA et via l'OIN notamment, va permettre d'initier des projets urbains qui vont absorber cette croissance démographique en partie. Et je me demandais, est-ce que le PFA est également susceptible d'intervenir en renouvellement urbain ou en densification, que ce soit dans des quartiers formels de centre-ville ou plus informels comme ceux que vous décriviez? Je sais notamment que les villes de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni sont intégrées au projet Action Cœur de Ville. Alors, dans le cadre d'Action, alors, on va dire 80% de notre activité d'aménagement urbain est concentrée sur les secteurs d'opération d'intérêt national. Et, c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va l'être d'ici un an ou deux, le temps de faire la transition. Ensuite, on travaille dans le cadre d'Action Cœur de Ville, donc dans le cadre des conventions sur Cœur de Ville, sur Cayenne, Saint-Laurent et Saint-Laurent-du-Maroni. Donc là, on est plus sur les métiers qui sont plus fonciers, qui sont plus d'aménagement. Donc on travaille sur la maîtrise foncière des cœurs de ville, en relation avec les collectivités. On travaille aussi en cœur de ville sur le NPNRI, donc sur le programme de renouvellement urbain. À Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni,
essentiellement, mais également à Matoury, qui est une ville en banlieue de Cayenne. Donc là où on travaille essentiellement sur les métiers établissement public foncier. Pour la maîtrise foncière, des îlots en cœur de ville qui vont servir au renouvellement. Voilà, donc ça c'est les deuxièmes, c'est les presque le 20% restant sur Alors c'est important parce que évidemment le renouvellement urbain est quelque chose de fondamentalement important, mais également par rapport au fait que, comme je vous disais, quand on crée des nouveaux quartiers, ils sont essentiellement par rapport des choses en extension. Donc il faut recréer tous les réseaux, y compris les réseaux de transport. Et bien évidemment, quand vous travaillez sur les cœurs historiques de Cayenne ou Saint-Laurent, tous les réseaux, les écoles, les services sont déjà présents et il y a un intérêt important à ce que ces cœurs de ville ne se désertifient pas et continuent à vivre. Et aujourd'hui, on est sur une période charnière. Alors, on peut aussi signaler qu'on a un projet de création d'une filiale commune avec Action Logement pour travailler spécifiquement sur ces cœurs de ville, sur des programmes ciblés de remise dans le circuit, on va dire, d'îlots ou de logements en cours de dégradation. Donc on devrait mettre en place cette filiale l'année prochaine. Construire en Guyane, il faut poser la question du combien, c'est ce autour de quoi on tourne depuis tout à l'heure, combien de logements, combien d'hectares, combien de fonciers, etc. Il y a aussi la question du comment. Vous êtes évidemment, comparé à vos confrères aménageurs français, dans une situation climatique et territoriale complètement différente. Quelles sont les spécificités finalement en matière d'urbanisme et d'architecture qui se développent en Guyane ? Alors, je reviens juste sur le point précédent, parce qu'il y a un point sur lequel j'ai pas répondu, c'était la partie habitat informel. Au niveau de travail, évidemment, l'essentiel de notre boulot, c'est faire de l'aménagement neuf. Voilà, mais on envisage aussi de travailler sur des quartiers, on va dire, qui sont informels et qui vont être restructurés, donc dans le cadre d'opérations de résorption d'habitat insalubre ou spontané. Donc, c'est des opérations qui sont en général plus longues, qui coûtent plus cher pour un résultat qui est qualitativement moindre, mais qui dans un certain nombre de cas sont incontournables vu le nombre de personnes déjà installées et leur ancienneté. Donc ça, c'est quelque chose qui est également à faire dans le cadre de l'opération Intérêt National, avec un montage financier, un partenariat légèrement différent d'une ZAC, je dirais, classique. Pour revenir à votre question sur la construction elle-même, donc il y a deux niveaux, bien sûr, très pratiquement. Donc vous avez l'urbanisme, la structuration du tissu urbain, des quartiers que l'on crée en tant que tel, mais également par rapport à leur intégration dans la ville dans laquelle ils sont ou l'agglomération dans laquelle ils sont en développement. Bon, donc là, très classiquement, les questions de transport, de services publics, d'école, regardez, évidemment, on pose pas au milieu de la ville n'importe quoi. Il y a des aspects ensuite qui sont vraiment spécifiques à la Guyane, notamment ce qui est avoir l'adaptation au climat. Bon, on est sur un climat équatorial humide. Comme il pleut à peu près 4 mètres par an. La variation de température entre la saison sèche et la saison des pluies est de l'ordre de 3 à 4 degrés. Donc voilà, on va être à 30 degrés en saison sèche, à 26 degrés en saison des pluies. Donc ce qui n'a rien à voir avec des amplitudes thermiques que l'on peut avoir sur la Nord, par exemple. Et donc les contraintes que l'on a vont être liées donc à la ventilation naturelle, à l'échelle du quartier. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra des orientations intelligentes des voies, des façons de les concevoir, l'alternance de terrains qui vont chauffer, de terrains qui vont pas chauffer pour qu'il y ait du courant d'air, etc., à l'échelle du quartier. Alors ça peut se gérer aussi en tenant compte des questions liées à l'eau dont j'ai parlé, puisque ce que nous essayons de faire dans nos aménagements, c'est transformer la façon dont on va dire, le drainage et l'assainissement étaient traités pour pouvoir mettre dans les quartiers en fait des plans d'eau qui ont une vocation hydraulique mais aussi des vocations récréatives et qui améliorent le cadre de vie. Le deuxième élément, c'est donc tout ce qui est protection de la chaleur, où là il y a des compromis à avoir, parce que évidemment, idéalement, il faut par exemple avoir des toits très larges pour se protéger de la chaleur, sauf qu'on n'y voit rien, c'est trop là. Donc il y a des travaux qui sont faits. Alors
un peu au niveau de l'urbanisme lui-même, enfin, un peu au niveau de l'urbanisme lui-même, mais également ensuite au niveau de l'architecture de chaque bâtiment. Donc pour les questions, voilà, le confort thermique, en fait, pour nous, enfin en Guyane, c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par rapport à des choses qui se faisaient il y a une dizaine d'années ou même moins. Donc on peut, avec un surcoût mais pas très important, quand même gagner 3-4 degrés en moins, hein, si vous voulez, dans les habitations, ce qui est beaucoup plus agréable et qui a aussi des effets bénéfiques en termes de développement durable, puisque dans un certain nombre de cas, ça évite de rajouter des climatiseurs qui aujourd'hui ne sont pas extrêmement chers finalement, mais qui provoquent de la consommation électrique, des déchets, etc., etc. Donc finalement, on peut, dans un certain nombre de cas ou de situations, se passer en ayant un confort thermique raisonnable, même bon, dans une bonne conception urbaine, une bonne conception architecturale. Je me posais également la question des matériaux. On parlait tout à l'heure de l'importation de matériaux venus de métropoles et d'Europe plus généralement, et de la relativement faible capacité de production et d'autosuffisance de la Guyane. Est-ce que vous arrivez quand même à en injecter dans les projets d'aménagement et les projets architecturaux des produits locaux? Alors nous, dans les écoquartiers, donc on impose de l'utilisation de peu près de minimum 10% en volume de matériaux de construction locaux. Donc ils sont essentiellement du bois et des briques en latérite, sachant que ce sont des matériaux dans les deux cas qui ont un excellent comportement thermique, c'est-à-dire qu'un mur d'une maison en bois ou des briques en latérite vont par exemple refroidir beaucoup plus vite que des parpaings dès que soit y couchés. Et donc elles ont un intérêt en termes de confort thermique tout à fait important. Aujourd'hui, la production, que ce soit sur le bois d'œuvre ou sur les briques, ne permettrait pas de couvrir tous les besoins de la Guyane, mais c'est une part qui est en augmentation. Il faut la favoriser, parce que c'est de la production locale, mais à des coûts européens, puisque les salaires en Guyane sont des salaires sur le standard européen. Évidemment, coûtent à un moment donné plus cher que du matériau d'importation de produits qui viennent de pays à bas coût de manœuvre. Mais voilà, c'est aussi une question de développement de filières locales, de développement durable, mais également, comme j'ai dit, avec des matériaux qui sont globalement mieux adaptés au climat. Donc, c'est plutôt gagnant dans la durée pour les personnes qui les utilisent, même si au départ, il peut y avoir un petit surcoût. En plus, je dirais qu'esthétiquement, c'est quand même plutôt des matériaux sympathiques. Et qui également en carbone, j'imagine. On parle de bois et de terre finalement, qui sont des matériaux très 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 à la mode parce que très vertueux. Ah oui, ils sont vertueux, ils sont recyclables, on est sur du circuit court, on est en production. Mais l'exploitation forestière ici est éco-certifiée. C'est pas des bois sortis du Brésil, on ne sait pas trop comment. On est quand même sur des filières qui font des efforts de qualité et des efforts par rapport aux critères de développement durable. Alors, tant qu'on en est à se demander comment construire en Guyane, il y a aussi également tout un enjeu autour de l'adaptation au mode de vie finalement local, qui est pas forcément très habitué à l'habitat collectif, donc qui va reposer la question de la maison individuelle, qui toujours en croisant cet enjeu de compétitivité en quelque sorte, en tout cas de baisse des coûts de production du logement, peut également vous amener à vous réfléchir à des choses assez innovantes. Je pense à ce qu'on a pu se dire sur les réflexions naissantes sur de l'habitat en autoconstruction, ce genre de solution. Alors, il y a effectivement des habitudes de vie extrêmement différentes dans Guyane et dans les différentes régions de Guyane. Si vous voulez, quand vous êtes à Cayenne, à Kourou, vous êtes un mode de vie qui ressemble à ce qu'on trouve aux Antilles ou à la Réunion ou en France métropolitaine pour un nombre assez important de pans d'axes de vie, de modes de vie, de déplacements, etc. Et on peut avoir, moyennant bien sûr, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'adaptation au climat, qui est quand même pas le même, donc pluie, chaleur, ça.
des besoins qui ressemblent un peu à ce qu'on peut trouver classiquement ailleurs en aménagement urbain. Vous avez ensuite toute une Guyane sur laquelle nous travaillons peu, mais qui est emblématique, qui est la Guyane de l'intérieur, dans lequel il n'y a pas de voie de communication routière, hein, donc on se déplace en pirogue, donc avec une multitude, une diversité ethnique importante avec des peuples amérindiens. Il y a 6 nations amérindiennes en Guyane qui ont chacune des modes de vie, des particularités. Il y a des populations bushinengues sur le fleuve, mais pas que. Et cette mosaïque donc ethnique a des modes de vie, des modes d'habiter qui sont différents. Et là, sans faire de passéisme, je veux dire, la question c'est pas grave, mais il y a le respect de ce mode de vie et le fait que quand on crée du neuf, il faut que ces habitudes culturelles, religieuses, etc. puissent se continuer à se réveiller parce que sinon ça marche pas. Vous avez aussi ça sur le littoral, donc en fait souvent l'habitat individuel est favorisé parce que comme on est dans un très grand territoire, en général, historiquement, on va dire en tout cas, il n'y avait pas besoin de densification. Hein, voilà. Il n'y a pas non plus besoin de réseau, il n'y a pas non plus besoin d'espace public, il n'y a pas non plus besoin de ramassage d'ordures ménagères, il n'y a pas non plus besoin de réseau d'adduction d'eau potable, etc. Donc toute l'urbanisation et les services associés nécessite d'avoir une densité raisonnable. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, d'abord, c'est une adaptation en fonction des zones. Hein, donc on ne discute pas avec les collectivités de l'Ouest sur les mêmes, de l'Ouest guyanais, les besoins ne sont pas les mêmes là, en termes d'aménagement urbain. Donc ça, bien entendu, on en tient compte. Et puis, il y a un aspect très important de concertation et de concertation je dirais sur mesure. Hein, on est sur du cousu humain à chaque fois, de manière à bien appréhender les besoins actuels et les besoins futurs, les besoins d'évolution sur alors le type d'habitat, hein, bien sûr, mais également c'est vraiment important les espaces publics, polyvalents ou pas, en tout cas publics, qui peuvent permettre de faire en sorte que cette société multiculturelle fonctionne comme elle fonctionne déjà et fonctionne mieux encore dans les années à venir, même avec une population qui va doubler. Il y a un autre enjeu dans le même genre, c'est celui dont vous parliez tout à l'heure, c'est celui de l'agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture de subsistance, enfin des gens qui cultivent avec pour à la fin avoir une production qui représente quelque chose d'assez important dans le bol alimentaire, dans le panier alimentaire du ménage. Est-ce que ça, vous pensez qu'on serait capable de le retrouver dans des projets d'aménagement type écoquartier? Alors, actuellement, dans tous nos projets, alors, en fait, dans le cadre d'opérations internationales, on vise systématiquement une qualité écoquartier sur tous les projets. Donc ça, donc, on le fera pas dans certains cas quand on va travailler sur des zones où il y aura davantage d'autoconstruction ou davantage de résorption d'habitat informel, hein, parce que là, concrètement, c'est pas possible, mais dès que c'est possible, on vise la qualité écoquartier. Et dans toutes les zones écoquartiers, et également pour le coup dans les zones d'autoconstruction, on prévoit des jardins partagés. Alors aujourd'hui, on les prévoit. Les zones, c'est en travaux, c'est en livraison. Évidemment, l'enjeu, c'est important de les prévoir. Nous, notre boulot, c'est les prévoir et les localiser. L'enjeu, évidemment, ça va être qu'ils soient bien gérés et bien utilisés par la population. Et à ce stade, nous, on le prévoit systématiquement, absolument. Et pour les zones, on va dire pour les populations les plus défavorisées, également, alors pas forcément sous les mêmes formes, mais des espaces de jardins partagés ou de jardins privatifs pouvant servir aux cultures vivrières, dont ça fait partie intégrante du concept urbain, voilà, de l'agriculture urbaine, si vous voulez. C'est des milliers d'années que les gens le font en Guyane, de cultiver, d'avoir un petit abatis vivrier à côté de leur habitation. Je pense que c'est un témoignage intéressant et important à l'heure où
beaucoup en métropole et de manière générale à travers l'Europe et les pays occidentaux se pose la question du retour de l'agriculture en ville, parce qu'il y a il va falloir qu'on suive de très près ce qui se passe côté EPFA et dans les nouveaux quartiers, soit en matière de gestion, de conception, etc. Alors, la gestion de la conception, c'est-à-dire à partir du moment où la décision politique est prise et validée, je dirais, je pense pas que ça leur... Alors, il faut le faire, hein. Je dirais, il faut le promouvoir, ça. Et vraiment, je pense que l'enjeu de ça sera vraiment la gestion dans la durée de ces zones d'agriculture familiale urbaine. C'est vraiment l'enjeu. Il faut les prévoir, c'est important, on le sait. Mais là, vous voulez, quand on va faire des voiries, on va poser des réseaux. Une fois qu'ils sont là, voilà, les télécoms passeront par les fibres optiques. C'est une gestion moins dynamique. Là, on sera sur la gestion de culture permanente et la gestion de ça, l'appropriation de ça par les associations de quartier ou par le bailleur social compétent ou par la commune, parce que ça n'est pas exclusif, sera et certainement, à mon avis, l'enjeu principal du fait que ça va bien marcher. Denis, ce que je trouve intéressant dans le cas de la Guyane, c'est que on comprend dans vos propos que vous êtes dans une expérimentation à ciel ouvert de formes urbaines vertueuses. Et quelque part, j'ai l'impression que vous pouvez servir de laboratoire pour des écoquartiers équatoriaux, et qu'il y aura sans doute beaucoup de leçons à tirer de votre action à l'échelle régionale. Et je me demandais comment vous vous positionnez par rapport à vos voisins dans les autres pays qui entourent la Guyane. Alors, sur ce qu'on fait, je pense que il y a des choses qui pourront être utilisées certainement, on va dire, dans les zones européennes, tout simplement parce que le réchauffement climatique va créer des périodes de plus en plus longues de température assez comparables à ce qu'on a nous depuis longtemps en Guyane et quelques désagréments qui vont avec, hein, par exemple j'en ai pas parlé, mais dans la façon dont sont traitées l'eau, etc. Par exemple, il y a une attention qui est portée sur tout ce qui est population de moustiques, par exemple, parce qu'en Guyane, ils peuvent être vecteurs d'un nombre important de maladies comme la dengue ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier élément. Mais ensuite, il y a évidemment l'aspect coopération régionale. Donc là, dans la coopération régionale, donc nous travaillons dans le réseau urbain de Caraïbes, le CUF, et on travaille essentiellement sur deux sujets dans le cadre du réseau. Un, c'est l'habitat informel, parce que c'est pas un sujet exclusivement guyanais. Vous l'avez aussi dans tous les pays de la zone, d'Haïti à la Jamaïque, en passant par le Guyana ou le Nicaragua. Le deuxième sujet, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc dans la Caraïbe au sens large, disons des Guyanes, Golfe du Mexique, Caraïbes, il y a énormément de personnes qui vivent, on va dire, très proches de la mer. Donc toutes ne sont pas concernés par des risques sismiques ou volcaniques qu'on peut avoir aux Antilles, mais tous sont concernés par l'élévation certaine du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons en réseau. Alors depuis quelques mois, le réseau est quand même beaucoup moins actif avec la crise Covid, mais c'est un travail de longue haleine de toute manière et d'échange d'expériences dans lequel on travaille effectivement. Alors c'est pas tant le Brésil là pour le coup, c'est plutôt les pays au nord, plateau des Guyanes et Caraïbes dans le cadre de ce réseau. Super. Merci Denis Giroud de nous faire ce tour d'horizon des grands sujets guyanais. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a un dernier sujet sur lequel vous auriez souhaité attirer notre attention? Non, alors après, si vous voulez, le reste, l'enjeu principal pour nous, c'est du bon sens. C'est-à-dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Faire de l'aménagement de type écoquartier en aménagement a priori coûte moins cher que d'aller résorber des bidonvilles derrière ou de l'habitat informel, même si c'est pas un bidonville. Et ça, c'est vraiment important parce que il n'y a pas d'économie à faire à laisser les choses filer. On y perd au niveau environnemental, on y perd au niveau urbain, on y perd au niveau qualité de vie, et on y perd également pour les collectivités en termes de recettes et de fonctionnement. Donc,
c'est vraiment, même si c'est parfois plus facile à dire qu'à faire en période de difficultés économiques, mais l'intérêt à agir ou le coût de l'inaction, si vous voulez, le coût de l'inaction sur ce type de sujet chez nous est très important. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter au maximum pour améliorer la qualité de vie de la population guyanaise en général. Merci Denis Giraud, le message est passé. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Posez-nous toutes vos questions sur la Guyane en commentaire. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de streaming. Je vous dis à demain matin.